nous accueillons le fondateur d'Ecodev qui va nous faire un point sur la biodiversité. Merci d'accueillir Timothée Kellard. Merci. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Timothée Kellard. Alors merci à Lucie et Harry, merci à Maxime, le maître, de m'avoir convié ce soir ici. Alors j'ai la dure tâche de devoir introduire le sujet de la biodiversité, qui est un sujet qui est méconnu finalement, même si on connaît tous le vocabulaire aujourd'hui. Et je vais assez rapidement balayer le début, parce que du coup j'ai un petit programme, ça va durer 10 à 15 minutes. Voilà, donc pour me présenter peut-être rapidement, j'ai monté une société de conseil qui s'appelle Ecodev il y a 10 ans. On travaille sur différents métiers et on a un pôle dédié à la biodiversité. Je porte ce sujet depuis 10 ans. Quand j'ai dit à mes parents, effectivement, je vais monter une société qui va travailler sur de l'agroforesterie, de l'apiculture ou de l'agriculture urbaine, par exemple, pour ne citer que ces sujets, et forcément, ça les a inquiétés. 10 ans après, je ne sais pas si c'est Greta qui nous a permis d'avoir une reconnaissance sur les sujets des enjeux climat et de la nature, mais en tout cas, ça devient un sujet très populaire, donc tant mieux. Voilà l'équipe, on est 25 personnes, et je passe rapidement. Alors, la biodiversité, de quoi parlons-nous? C'est une notion qui existe depuis les années 80. Alors, les premiers vocabulaires de diversité biologique datent des années 60-70, et puis à partir des années 80-88, dans certaines conférences, le mot biodiversité est arrivé. Et puis, 92, Rio aussi, nous a permis d'avoir des rapports dédiés à l'effondrement ou aux enjeux de la biodiversité. Donc c'est un sujet qui est prégnant quand même dans notre société depuis 30 ou 40 ans, mais finalement à l'échelle de notre civilisation, c'est rien. On est la première génération, vous et moi, hein, tous ici, à se soucier vraiment de ces sujets, puisque la nature était quand même un sujet qui était sacré et très difficile à appréhender au Moyen-Âge ou précédemment, parce qu'on n'arrivait pas forcément à la dompter comme on la dompte aujourd'hui. Donc, concept des années 80. Qu'est-ce que c'est? C'est la diversité des espèces, avec aussi une diversité de génétique, et puis une diversité liée aux interactions. Et c'est cette notion que j'ai soulignée, parce que les interactions entre les espèces, elle est méconnue et peu travaillée. Et en fait, vous pourrez prendre l'exemple d'une constellation en disant, tiens, j'enlève une étoile, en fait, ça peut avoir des conséquences de faire disparaître toutes les autres. Ça, on commence à l'appréhender seulement. La biodiversité, c'est donc un ensemble d'écosystèmes. Et qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème, c'est un ensemble à la fois de lieux, donc ce qu'on appelle les biotopes, c'est une météo spécifique, une altitude, potentiellement aussi des ruisseaux, etc. Et puis on n'a pas du tout les mêmes enjeux quand on est au bord de la mer que quand on est au bord de zones de rivières, par exemple. Et la biocénose. Et là, on rentre dans une difficulté un peu scientifique, et donc je vais passer très rapidement, mais qui est les organisations, l'ensemble des espèces et toutes les interactions associées. Et c'est ces deux regroupements, c'est-à-dire la spécialisation du lieu et la spécialisation des animaux et des espèces qui y sont, qui, avec les années et les millions d'années, ont permis d'aboutir à une génétique comme on la connaît aujourd'hui. Alors on a découvert 2 millions d'espèces, il nous en manque encore 3 à 28 millions en fonction des sources. Globalement, les mammifères, on les connaît tous. Par contre, la microfaune, on la connaît peu. La végétation, on en découvre encore beaucoup, et dans les océans également. Et une espèce, ça vit entre 1 et 10 millions d'années. Donc ça, c'est la moyenne. Donc une espèce qui apparaît sur Terre, une algue, vit jusqu'à 10 millions, et puis il y en a qui vivent plus longtemps, mais globalement, c'est une moyenne. Et donc, je ne sais pas si vous avez des ordres de grandeur, mais l'homme ou l'homo sapiens, c'est 300 000 ans. Donc il nous reste 700 000 ans pour arriver à être une espèce, on va dire en termes de durée de vie, la plus faible. Mais 700 000 ans au rythme à laquelle on voit bien que ça va droit dans le mur. Et j'ai récupéré des chiffres de l'Université de Laval, parce que du coup j'ai vu une étude hyper intéressante de l'Université de Laval sur les sujets où on nous dit effectivement que aujourd'hui notre biodiversité actuelle, c'est très peu finalement comparé à tout ce qu'on a vécu dans le passé. Donc voilà. Après, je voulais aussi recontextualiser en des chiffres. Alors là, c'est pas très glorieux comme chiffre, hein, mais ils sont réels. Donc 60% des espèces, on va dire vertébrées principalement, et principalement mammifères, et c'est la masse de tous ces animaux qui ont disparu en 40 ans. C'est-à-dire que moi, je vais avoir 40 ans, donc bientôt, je ne pourrai plus être dans ce type de mouvement. Mais voilà, j'ai vécu la disparition de 60%, et vous dans cette salle aussi pour la plupart. Et donc c'est effroyable, et 80% de nos insectes. Donc on voit là quand même qu'on est sur des chiffres assez foudroyants, c'est 100 à 200 fois plus rapide que l'extinction naturelle, parce qu'en fait le vivant apparaît, disparaît, c'est tout à fait logique, et ça ne pose aucun problème à chacun. Alors j'ai voulu remettre des ordres de grandeur en me disant, tiens, on commence la journée à minuit, la Terre existe,
4 heures du matin, les premières algues sont apparues. 18 heures, donc là, il y a toute la journée qui est passée. Hein, donc il s'est passé beaucoup de temps. Les premiers mollusques. Ensuite, les dinosaures sont arrivés, mais beaucoup plus tardivement. Et puis, ils ont vécu 40 minutes. Et puis après, vous avez eu les premiers mammifères qui sont arrivés, donc là, à 23h45. Et puis, à 23h50, les premiers primates. Et à 23h58, certains cerveaux de certains primates s'est développés, ont triplé de volume et ont permis après de faire ce qu'on est devenu, donc les Homo sapiens. Voilà, juste en termes d'ordre de grandeur. Hein. Mais la biodiversité, c'est quoi finalement? C'est ça. Alors ça, c'est Gilles Boeuf, qui est président du Muséum d'histoire naturelle, enfin ancien président, mais qui montre la biodiversité en expliquant que c'est ça. C'est des bactéries, c'est de la végétation, c'est notre alimentation, et c'est ce qui nous concerne finalement au quotidien. Malheureusement, cette biodiversité, on est en train de l'utiliser au maximum et de tout mettre notre planète. Et là, c'est une fondation, hein, enfin, Global Footprint Network, qui fait ses analyses tous les ans, qui nous explique à partir de quel jour on arrive dans l'année à avoir épuisé toutes les ressources nécessaires pour vivre à notre rythme. Alors quand vous prenez des Américains, il faudrait 5 planètes. Quand vous prenez des Français, il faudrait 2 planètes. Quand vous prenez certaines populations, par exemple en Afrique, en Éthiopie ou autre, bon là, forcément, c'est beaucoup plus... beaucoup plus bénéfique pour la biodiversité, puisque eux, ils consomment beaucoup moins qu'une planète. Donc on voit que depuis les années 70, c'est là qu'on commence à avoir des réels enjeux d'appauvrissement. C'est-à-dire que dans les années 60, on rejetait du CO2, on consommait des choses, mais ça se régénérait, les poissons se régénéraient, nos arbres et nos océans captaient notre CO2, et il n'y avait pas de problème en fait. Donc notre enjeu actuel, il est très récent à l'échelle de notre développement, et notre cerveau n'est pas fait du tout pour anticiper ce genre d'enjeux en fait. Et là, il commence à avoir les neurosciences qui travaillent sur le sujet, qui nous expliquent comment notre civilisation et notre cerveau n'est pas adapté à ces enjeux, parce que c'est un enjeu moyen-long terme et sur lequel on n'a pas d'acquis en fait. Bon, je passe sur ce... Et ça, c'est Mathieu Ricard qui, du coup, fait des conférences, donc il s'est converti au bouddhisme, hein, je ne sais pas si vous connaissez, cet ancien financier, et qui a fait cette présentation en 2010 hein, sur l'explosion de certains enjeux liés à la biodiversité ou à la nature de manière générale sur notre planète et les limites dépassées. Et on voit que la biodiversité est clairement le sujet majeur. Pourquoi? Parce que c'est celui sur lequel on peut tous agir. Et c'est ça qui est intéressant par la suite. Alors pourquoi la biodiversité disparaît? Il y a 5 facteurs. Donc ça, c'est les scientifiques et les humains. On est tous pareils. On fait des cases et on essaie d'expliquer dans quelle case on rentre. Et donc du coup, il y a la fragmentation des habitats. Vous faites une ligne de train, une voiture. Hop, on voit bien que ça va séparer des écosystèmes qui vont plus pouvoir communiquer ou mal communiquer. Alors heureusement, on change, on comprend, on adapte, mais forcément, quand vous avez une aire de jeu, une aire de nourriture, une aire de reproduction, etc., et qu'on vous coupe au milieu, vous limitez dans votre quotidien. Je pense souvent à ces exemples de mares en disant il y a 5 mares, il y a celle pour s'amuser, celle pour se reproduire, celle pour habiter, etc. Et si vous êtes une grenouille, il faut ces 5 mares pour pouvoir vivre normalement. Le changement climatique, donc je ne reviens pas dessus, mais aujourd'hui, on sait quand même que une des lois les plus ambitieuses sur les sujets de la mobilité, si je prends celle qui est d'actualité, nous pousse à dire on va réduire de 37,8 ou 37,5% nos rejets de gaz à effet de serre. Ce que vous dit le GIEC, c'est qu'il faudrait faire 75%. Voilà. Donc on voit bien que les enjeux aujourd'hui climatiques, en termes de démarche, on les adresse de manière extrêmement, on va dire, symbolique. Les enjeux de pollution, surexploitation des ressources et introduction d'espèces invasives. Je passe rapidement, mais la partie espèces invasives, c'est celle que j'aimerais introduire. Ça ne veut pas dire grand-chose une espèce invasive, si ce n'est que une espèce qui apparaît dans un endroit qui a été amené par l'homme va potentiellement se développer et du coup faire disparaître plus d'espèces locales que en créer en fait. Donc c'est ce qui s'appelle être une espèce invasive, c'est qu'elle va appauvrir la biodiversité locale. Mais en fait, beaucoup d'espèces qu'on a aujourd'hui et qui font le patrimoine français, le blé, les tomates, ou on va dire notre alimentation au quotidien, ne viennent pas forcément de France ni d'Europe. Donc en fait, ces histoires d'espèces invasives, ça se régule avec le temps. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais je défends souvent le frelon asiatique, enfin, quitte à faire des polémiques, hein, ou certains animaux, parce que si on veut être dans la compréhension de ces enjeux de biodiversité, on ne peut pas dire il y a les bons et les mauvais. Il y a des écosystèmes qui sont adaptés à notre développement et d'autres qui ne sont un peu moins.
Alors, quels sont les services écosystémiques? C'est un peu cours d'école, hein, mais voilà, comme ça on aura tous le même vocabulaire à la fin. Les services d'approvisionnement, donc c'est ceux qui nous permettent d'avoir notre nourriture, par exemple. Il y a les services de régulation, donc là il y a l'exemple de la pollinisation, je reviendrai dessus juste après. Les services culturels, ce qu'on appelle la biophilie de plus en plus, c'est intégrer ce vivant dans notre quotidien, pour d'esthétisme ou de quotidien, pour le stress ou même soigner des maladies. Et puis le cycle naturel, par exemple, de l'eau ou les formations des sols, etc. Ça c'est les services de support. Donc voilà, donc on les a catalogués. Bon là, les scientifiques sont en train d'essayer de refaire d'autres cases. Tout ça, c'est 33 000 milliards, donc 33 000 milliards de coûts aujourd'hui en termes de dégradation. Je ne sais pas si vous connaissez le PIB à l'échelle de la planète. Globalement, on est à 77 ou 78 000 milliards, donc à peu près 60, la moitié de ce PIB est clairement remis en cause aujourd'hui dans notre contexte économique. Et plus de 60% sont déjà dégradés ou en cours de dégradation massive. Donc on voit bien que le modèle économique qu'on a aujourd'hui est clairement dépendant de ces sujets, même si on s'imagine tous que le changement climatique c'est l'ours polaire et ou telle espèce rare qui va disparaître. Aujourd'hui on est sur des enjeux de biodiversité ordinaire. Et alors je mets des chiffres, effectivement, ça c'est encore Gilles Boeuf au Collège de France qui les a sortis, mais ils sont sous-estimés. Parce que clairement, comment vous mettez un prix sur la qualité de l'air? Aujourd'hui, on commence à se poser la question. J'étais ce matin au MEDEF et ils prenaient les enjeux de la qualité de l'air sur la prospective dans 2030 en termes de ville, et ils nous disent, effectivement, 30% des citoyens s'inquiètent de la qualité de l'air dans leur ville, donc peut-être que demain, on achètera un appartement en ayant ce critère en tête et non pas d'autres critères type proximité des transports en commun. Donc on est tous dépendants de ces enjeux de biodiversité, donc c'est assez intéressant. Là, on est tous au même niveau, donc voilà, il n'y a plus de pouvoir possible ou d'exclusion, on va dire, sur ces thématiques. Alors, on revient au sujet du soir, la pollinisation et les abeilles. Ça va faire plus de 10 ans que je travaille sur ces sujets. J'ai rencontré un certain nombre de scientifiques. Alors, du coup, je pose souvent cette question, est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, comme vous êtes beaucoup, vous n'avez peut-être pas levé la main, mais je vous donne la réponse. C'est des grains de pollen, donc au microscope. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qui... et c'est assez joli finalement parce qu'on a une variété de grains de pollen assez large. Ces grains de pollen contiennent quoi finalement? Ils contiennent toute la base génétique pour permettre aux plantes de se reproduire. On parle de plantes mellifères. Ce sont les plantes qui font des fruits et légumes pour la plupart ou qui ont des fleurs. Les fougères ou d'autres vont se reproduire différemment. Bon, donc ça c'est cours de biologie du collège, mais on les a tous oubliés. Donc vous avez l'étamine, le pistil. L'idée, alors vous avez même des fleurs qui vont avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles qui ne sont pas sur le même arbre ou sur la même branche. Et puis il y en a qui ont les deux organes et donc qui permettent de se reproduire. Donc ce que va faire finalement les pollinisateurs, à 80%, ce qu'on appelle la zoogamie, c'est permettre à ces plantes de prendre ce grain de pollen et de le mettre pour se reproduire. 20% restant, c'est le vent et l'eau. Donc le vent permet de polliniser un certain nombre de fleurs et l'eau également. Donc 80% de ces espèces de fleurs mellifères, bon, c'est soit plus de 200 000 espèces, donc on est sur une variété énorme. Je ne sais pas si vous savez combien d'espèces végétales on a pour se nourrir, c'est à peu près une trentaine, une dizaine d'espèces d'animaux. Voilà. Donc aujourd'hui on a mis en 40 espèces 80% de notre nourriture, alors qu'on en a pléthore ou infini quasiment. Et par contre, on a certains modèles agricoles qui sont extrêmement dépendants de ces abeilles. Les amandes, 100% des amandes dépendent de nos abeilles domestiques. 90% sur des productions de fraises. Donc on a des modèles agricoles qui ont amené à avoir une dépendance très forte. Bon, je passe très rapidement là-dessus, mais je voulais juste faire une remarque sur ce slide en disant on est tous au même niveau en termes de développement génétique. Si vous vous dites qu'on est en 2019 et que tous les animaux autour de nous et toutes les plantes ont réussi à arriver à ce niveau de maturité, c'est qu'elles sont, et ça c'est les naturalistes ou les entomologistes qui vous le disent, on est tous égaux, on est tous au même niveau. Un arbre a réussi à être là comme nous aujourd'hui. Donc au niveau génétique, on a un développement identique, avec des capacités différentes, avec des spécificités différentes, mais on a tous survécu. Pour revenir sur l'abeille, et puis j'aurai bientôt fini, globalement l'abeille existe depuis plus de 100 millions d'années, donc voilà, à l'échelle de l'homme, c'est quand même assez, faut être assez humble. Par contre, c'est pas tout type d'abeille, et là j'ai refait une petite frise chronologique, et on peut retenir là par exemple en bas à gauche, ici là, la grotte, c'est la grotte de l'araignée à Valence en Espagne, où on a vu et on commençait à comprendre que l'homme avait domestiqué un certain nombre d'insectes pollinisateurs comme l'abeille pour faire du miel. Il y a à peu près 5, 10 000 ans en fonction des sources. Juste voilà, se dire ça fait 2000, 3000, 5000, 10 000 ans que l'homme avait compris qu'il pouvait domestiquer un certain nombre d'animaux pour se développer. On le fait dans la culture. Et pour revenir sur les sujets des espèces invasives, notre abeille domestique, elle vient d'Asie. Donc c'est une espèce invasive.
Sauf qu'elle était invasive il y a quelques millions d'années aujourd'hui, et elle est considérée comme locale, endémique, et tout à fait habituée à notre écosystème. Donc c'est toujours une question d'échelle. Je tiens juste à faire passer ce message, c'est relativiser qu'est-ce qui est invasif ou pas, qu'est-ce qui est finalement à sa place ou pas. Donc toutes nos abeilles viennent d'Asie. Aujourd'hui, il y a 6 familles d'abeilles. Dans ces 6 familles, il y en a un certain nombre de sous-espèces et de sous-familles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous faire la liste, mais ça représente en France, et on a un patrimoine sur le sujet qui est énorme, c'est à peu près 1000 abeilles différentes. Là-dedans, vous avez des abeilles, pour la plupart solitaires, qui vivent dans le sable, dans la terre, dans les arbres, qui ne sont pas sociaux, qui ne font pas de miel. Et donc, les abeilles sociaux qui font du miel, c'est un peu l'exception qui confirme la règle dans le monde des abeilles. C'est-à-dire que la sélection naturelle, et Darwin nous l'a expliqué, il y a de la génétique qui évolue. Cette génétique amène des animaux qui vont se développer et s'adapter au système, d'autres qui vont mourir. Dedans, on a, nous, été assez malins parce qu'on a été chercher celles qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui des apis mellifera. Alors il y a les caucasiennes, les ibériques, etc. Ça, on voit bien, c'est lié à la topographie des sites. Et ce qu'a fait l'homme en fait depuis 100 ou 200 ans, c'est pris des croisements de génétique de ces abeilles pour en tirer des abeilles plus productives, plus douces, plus intéressantes pour notre modèle économique qui est de faire du miel. Ou historiquement, notre survie, parce qu'en fait, quand on faisait du miel avant, c'était notre sucre. Et on soignait avec. Donc il y a 100 ou 200 ans, c'était essentiel d'avoir ces produits. Maintenant, c'est devenu un modèle économique classique, hein, c'est notre société aujourd'hui qui est comme ça. Mais du coup, je me pose la question de savoir qui défend aujourd'hui l'abeille charpentière. Donc ça sera ma casquette ce soir. Je vais défendre l'abeille charpentière, le smicornu ou d'autres types d'abeilles, parce que effectivement, les syndicats et beaucoup d'activités économiques, et j'en fais partie, hein, j'installe des ruches à des moments, je le fais depuis 10 ans, mais je le fais moins aujourd'hui, mais avec un objectif. Je finis sur ces enjeux, des hommes et des enjeux, ou quels sont nos enjeux. Ça, c'est les photos que vous avez vues passer sur Internet, hein, avec ou sans abeilles. Du coup, maintenant, vous avez compris que c'était avec ou sans pollinisateurs. Ce n'est pas que l'abeille domestique. Alors, il se trouve que quand on est dans des champs de colza et qu'on est une abeille domestique, c'est génial parce qu'on a des milliers de mêmes fleurs qui se pollinisent au même moment et qui fournissent énormément de nectar, donc on est dans un rendement hyper-productivisme. On a plein de colza et plein d'abeilles, et du coup, en plus, l'abeille domestique a la spécificité de ne butiner qu'une seule type de fleur dans sa sortie, donc on a ces miels de tendance X ou Y. Donc c'est génial, mais il ne faut pas oublier que c'est tout un ensemble, et effectivement, on constate aujourd'hui que comme tous les autres animaux, et comme tous les autres pollinisateurs, ces abeilles disparaissent beaucoup plus vite que ce qu'elles devraient. Taux de mortalité 5% en moyenne depuis 100 ans, et là, on explose des 40-50% dans certains pays, voire même plus. Donc ça influe sur un tiers de notre nourriture, mais un tiers parce qu'on est dans de la monoculture et on est dans une agriculture traditionnelle. Si on était sur du maraîchage diversifié avec pas uniquement 20 espèces de plantes, mais par exemple 300 plantes différentes pour se nourrir, l'abeille domestique serait beaucoup moins forte en termes d'enjeux au quotidien. Donc c'est aussi repenser peut-être ces sujets. Et puis on a mis des chiffres, 153 milliards, 10% en agriculture, et il manque un certain nombre de ruches, parce qu'effectivement, comme en agriculture, c'est pas des métiers. Alors là, depuis 2-3 ans, il y a les chiffres qui remontent un peu, parce que les amateurs refont monter les chiffres, et tant mieux, mais c'est des métiers qui sont délaissés parce que durs physiquement, pas bien considérés dans notre société. Voilà, je ne vais pas vous parler d'agri-bashing, c'est très à la mode, mais on est vraiment sur ces sujets. Donc c'est très bien de pouvoir faire ce type d'événement et d'avoir un certain nombre de gens qui ne seraient peut-être jamais amenés à se pencher sur le sujet des abeilles pour rendre ce sujet plus attractif. Donc pour ouvrir le débat de la première table, moi j'avais envie de poser 2 questions, mais finalement c'est plus des questions de société, hein, mais ça vous l'avez bien compris, c'est de quelle agriculture voulons-nous, de quelle apiculture voulons-nous? Parce qu'on a aussi bien des agriculteurs qui vont, je prends souvent cet exemple, mais vous aviez il y a quelques années dans des quotidiens les revenus des agriculteurs. Donc vous prenez un agriculteur qui vit au fin fond des Pyrénées avec quelques chèvres, et il gagne 10-15 000 euros par an, et puis vous avez le céréalier qui gagne 200 000 euros par an. Voilà. Et en apiculture, c'est pareil. Vous avez des amateurs, on a rencontré, j'ai échangé avec tout à l'heure, juste avant, et il y a les professionnels. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de métiers qui centralisent la richesse. Et du coup, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on redistribue, à mon sens, cette richesse pour justement rendre ces sujets plus attractifs et le partager, parce que c'est du bien commun. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas qui anime cette première table ronde, où il est. Mais je lui propose de monter sur scène, parce que moi, je vais descendre. Oh non, pardon. Avant, il y a une autre étape. Excusez-moi. Merci, vous pouvez l'applaudir.